quand il y a les combats féminins, tu fais la sieste ou c'est juste là Ah comme non, ça? pas du tout. Par contre, j'essaye de toujours être au rendez-vous. T'as vu Mais sur... c'est vrai que c'est celle que je connais moins parce que c'est pas ce qui est mis le plus en avant, Ouais. malheureusement. Mais moi, ça Ouais. m'intéresse en tout cas. Sur Twitter, t'as vu, il y a des petits salauds. Hein. Ça va se coucher, ça va Oh, faire la ah, sieste mais une pendant les combats fatigue. féminins. Allez, c'est le moment de la Retour. sieste. Ouais. Putain, ils sont bons, ils sont bons. On les dédicace. Franchement, ils sont bons. Perfect shot. Et salut tout le monde, c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club Podcast. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes comme moi, comme nous, impatients d'être à samedi pour l'UFC 286 Ousmane Edwards. Pour en parler avec moi, la prometteuse Snapchatteuse, si je peux me permettre, Marie Cyrielle, que vous pouvez retrouver sur son compte Fight Source. Bravo pour les 100 000 abonnés. Marie Cyrielle, félicitations et sois la bienvenue dans MMA Club Podcast. Merci beaucoup, Nico. C'est cool, ça fait plaisir. 100 000 abonnés, ça grimpe. Ouais, je réalise pas, mais trop bien, quoi. Ah, c'est pas rien. Hein. C'est quelque chose. Hein. C'est frais de frais. J'en suis loin, mais par contre, autant j'en suis loin, autant je suis content pour toi. Il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire ? Trop sympa. Et puis, c'est pas le même canal, donc c'est des choses totalement différentes et je suis sûr que tu y arriveras aussi. Hein. Je sais pas comment ça se passe sur les formats courts, je sais pas comment ça se passe sur Snapchat parce que j'y suis pas. Si tu veux, je regarde à la volée et c'est pas la même... C'est quand tu regardes du navigateur et quand tu regardes l'application, j'imagine que c'est pas le même confort, tu vois. Donc, bien sûr, et puis ça va beaucoup plus vite sur ce genre de format. Enfin, les gens vont plus facilement s'abonner comparé à des formats comme YouTube où forcément, faut être un peu plus investi sur le format et sur les contenus pour pouvoir regarder plus en détail et s'abonner. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour ceux qui connaissent pas, j'aimerais que tu présentes ton format Fight Source. Alors, c'est très simple. Fight Source, c'est des petits formats donc assez courts qui tournent autour des sports de combat. Donc, c'est assez large. Ça peut être MMA, boxe. Et donc, on va parler soit de l'histoire d'un combattant, des histoires hors du commun, des tops, les combattants les plus extraordinaires, les plus impressionnants. C'est beaucoup dans l'impressionnant et puis dans le storytelling. Et donc, voilà, on propose quelques petites thématiques sympas toutes les semaines. Donc, une fois par semaine et puis parfois 2 fois par semaine. Ouais, c'est cool. Tout simplement. C'est ça que j'aime bien, c'est ce petit côté storytelling, comme tu dis là. J'aime beaucoup aussi. Ouais, j'aime bien. C'est sympa. C'est cool. Même je t'encourage à continuer de plus belle dans cette voie parce que franchement, c'est cool. Je commence quand même par le dire, il faut s'abonner malgré tout. N'hésitez pas à partager à vos potes, à vos groupes WhatsApp en story, à vos mamans, même si vous voulez. Laissez un petit commentaire sur YouTube pour donner votre pronostic. Comme d'hab, consommez Others, vous le savez, avec MMA Club 15, vous avez 15% sur la boisson post-workout, protéinée, vegan. J'y suis arrivé du premier coup. Et le petit lien royalties dans la description. Soutenez vos athlètes préférés, investissez sur eux. Vous aurez la chance, comme moi, peut-être d'avoir une petite récompense d'une valeur entre 1 et 300 €. Alors j'espère que ce sera plus du 299 € que du 2 €, vous voyez. Mais voilà, faut tenter sa chance. Petite actualité, vite fait. Avant l'UFC 286, ou juste après, sortira la grosse interview. C'est un petit peu exceptionnel. Laura Saint-Denis se livrera donc sur l'envers du décor de son mari, Benoît Saint-Denis, sur l'après Eliseo dos Santos, le mariage avant l'UFC Paris, les blessures, l'UFC Paris et tout, c'est très très intéressant. Voilà, les relations, pas seulement avec son mari, avec le manager, avec son coach et tout, donc c'est vraiment c'est un chouette format. C'est cool. Et je pense dimanche midi, c'est en ligne, ou dimanche en début d'après-midi. On va peut-être laisser redescendre l'effet UFC 286, on va voir ça. Il y aura aussi Joris Montagnac qui sera invité avant son combat du 15 avril à l'Octagon MMA. Donc je pousse aussi pour Benjamin Sarfati pour changer un petit peu, parce que tout le monde en veut à monsieur Fernand Lopez. Moi je veux secouer les puces de monsieur Sarfati. Oui. Je croise les doigts, mais c'est pas évident, c'est pas facile à avoir. La seule fois où j'ai pu l'avoir, c'était en direct à Paris. Et là, sur format, on va dire format rendez-vous Discord, c'est moins évident. Donc voilà, je suis de retour. Ça y est, je suis là pour la soirée de samedi soir qui promet d'être explosive. Très hâte. Regardez un petit peu la carte.
Ouais, j'ai un peu regardé la carte justement avant et franchement, ça va être ouf, quoi. Ouais, Rien que la main card, en tout cas, je sais pas à quoi m'attendre, mais en même temps, je suis très impatiente avec des gros noms, yes. des combattants prometteurs, quoi. J'ai vu aussi que, du coup, il y a pas de... Enfin, au début, on se posait la question sur les horaires. Là, j'ai vu que ça commence à 18h pour nous, si j'ai bien compris. Oui, Donc, c'est plus tôt, du coup. c'est carrément la folie. C'est Veronica Macedo et Juliana Miller qui ouvrent le bal en early prélim. Ça, c'est les early. La carte non, la carte prélim, elle commence à 20h avec Mohamed Mokaïev contre Jafel Filio. Ah ouais. Donc ça, c'est cool aussi. Ça, c'est UFC Fight Pass. Je sais pas si c'est sur RMC, ça serait cool, mais j'en sais rien. Ouais. La carte principale, c'est 22h, donc c'est bonbon pour nous, c'est au top. C'est Marvin Vettori qui tentera de rebondir contre Roman Dolidze. Le retour. Ouais, donc c'est chaud, ça va être chaud pour lui. Il coltine que des match-ups compliqués. Mais voilà, pourquoi pas. Ensuite, il y aura Jennifer Maia contre Casey O'Neill. Gunnar Nelson qui prend Brian Barberena en short notice. Enfin, c'est plutôt Brian Barberena qui prend Nelson en short notice. Justin Gaethje contre Rafael Fiziev en pétard de Comain. Oui. Alors ça, c'est la folie aussi. Ah ouais, ça. Ouais, vraiment. Ce combat, tu l'attends un peu? Ah ouais, bah quand même. Hein. Ah ouais, ça va être là. On entend tellement parler aussi. On donnera un petit prono à la fin, d'accord? Oui. Allez, c'est cool. Et voilà, là, on va parler de Leon Edwards contre Kamaru Usman. J'aurais dit, j'ai pas pensé à mettre dans le... Parce que toi, là, t'as pas l'interface que moi, j'ai mis l'interface finale, là, tu vois ce que je veux dire? Toi, tu me vois sur Discord, c'est un peu pourri. Moi, j'ai mon montage sur mon application et j'aurais dû mettre ma photo avec Leon Edwards que j'ai pris à Milan, là, pour flex un peu, là, Non, j'aurais dû le faire avant, putain, c'est trop tard maintenant. Je l'ai vu cette photo. Ouais, je l'ai mise partout. Tu sais. Le mec, il bombarde partout sa photo avec Leon Edwards, on n'en peut plus, tu sais. Bah, en même temps, t'as raison, c'est une fierté. Hein. Franchement, j'avoue, tu sais, je mangeais ma pizza, il était en face de moi, tu sais. Ça faisait un check, c'est bien improbable, quoi. Et ouais, et puis à un moment donné, il s'est levé, j'ai dit, ouais, vas-y, parce qu'après, tu le reverras plus, tu vois. Et en fait, finalement, je l'ai bien revu de très près dans les backstage quand l'événement était fini. Mais il était occupé avec la victoire de son frère et tout. Ça s'y prêtait pas à aller le faire chier, quoi. On les avait quittés. Après un deuxième combat de très haut niveau, un finish qui avait fait le tour du monde. On se souvient du pound for pound headshot. Ça avait vraiment marqué tout le monde. Toi, je vois que t'es dégoûté avec ton petit avatar de Kamaru Usman sur Discord. Je te vois. Je vois venir l'ambiance déjà. Donc voilà, un premier combat aux oubliettes, 2015, ça n'a pas d'incident sur la dynamique du troisième combat. Ça, ça me paraît, c'est assez évident. On peut pas en dire autant du KO reçu par Usman en août 2022. Est-ce qu'il a digéré facilement ce KO, comme il semble l'avoir immédiatement montré dans les médias? Est-ce que déchargé du poids de la ceinture, il va se sentir mieux pour retrouver une place assise sur le trône? Souvent, on parle de ça, du poids de la ceinture. La dernière qui en a parlé, c'est Shevchenko quand même, qui en a encore remis une couche sur le sujet. Est-ce que Leon Edwards l'a regardé s'entraîner pendant 9 mois sans rien faire? Non, je ne pense pas. Voilà, est-ce que tu es prête à entrer un petit peu plus dans les détails de ce choc entre Leon Edwards et Kamaru Usman? Bien sûr. Bien sûr. Et détermine, alors c'est parti. Ah ouais, là je suis déter. Ah, c'est cool. Tu vois, c'est cool parce que moi, autant, tu vois, Cyril Gane contre John Jones, autant j'ai dit de la merde du début à la fin. Enfin, de la merde, on pouvait pas le prévoir. Hein, rien non, mais j'y suis allé fort dans ma propagande, tu vois. Mais autant j'ai dit des conneries, mais autant j'étais très inspiré. Autant là, j'ai dû aller un petit peu poser, tu vois. C'est pas forcément des combattants que j'affectionne particulièrement à premiers abords. Mais c'est vrai que j'ai dû un petit peu aller chercher... viscéralement, c'est pas des combattants qui me passionnent de ouf. En fait, par exemple, Leon Edwards... Du coup, le combat, tu l'attends beaucoup ou sans plus, quoi? Je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner Usman après sa première défaite qui date des années 50 là. J'ai quand même hâte de voir comment il va rebondir et mentalement et même le game plan et tout. Enfin, si, je suis quand même... C'est sûr. Si, c'est quand même cool. Mais juste par rapport à Cyril Jones où on était tous... putain, c'est bon, là, t'as bouffé du podcast pendant 20 jours. Là, bizarrement... Et puis en plus, ça arrivait un peu vite derrière, tu vois. Donc, c'est vrai que je m'en étais même pas rendu compte en fait que ça arrivait aussi vite. Pour moi, c'était encore dans un mois, tu vois. Et quand je me suis rendu compte que c'était 2 semaines plus tard, je me suis dit, mais... C'est ça. Et du si coup, rapidement, quoi. Du coup, la propagande du UFC, elle s'est pas encore mise en marche. Du coup, nous, en tant que, tu sais, les podcasteurs, les petits médias et tout, pareil, on était tous focus sur le reste. Donc, c'est vrai que, à la limite, j'ai plus entendu parler de Gaethje Fiziev que de Usman Edwards. Tu vois ce que je veux dire? Donc... T'as pas tort. Donc voilà, moi ça m'a... Je me demande si les gens sont pas non plus dans ton état d'esprit en se disant bon ben Usman Edwards, on a déjà vu ce qui s'est passé la première fois,
c'est pas forcément les combattants les plus entertainment, je dirais, en tout cas. Et puis peut-être que les gens aussi ont été un peu déçus. Il n'y a plus l'enjeu du titre à conserver d'Ousmane, faire une nouvelle victoire consécutive. Donc je sais pas. C'est peut-être pour cette raison. Aussi, il y a un truc, c'est que en vrai, Edwards, on oublie à quel point beaucoup de gens le détestaient avant ce combat. Et beaucoup de gens le trouvaient ennuyeux. Il avait pas de chance. Il avait mis les doigts dans les yeux à... Merde, comment il s'appelle ça pas l'Égyptien, enfin il vit à Chicago là, Belal Mohamed. Il avait le combat d'avant, il me semble qu'il a eu aussi un problème, je sais plus contre qui. Donc il avait ce côté un petit peu genre malchance, on lui donnait pas son titre, il allait très sous-estimé. Il faisait pas de call-out, ouais, très, très sous-estimé, ouais. Il faisait pas trop de call-out, il faisait pas trop parler de lui et tout. Et là, bim, toute cette lumière sur lui a fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui se manifestent et tout, mais en vrai, je pense que c'est plus quand même Ousmane l'attraction principale de ce combat, quoi. Mais bon. Ben oui, je le pense aussi, parce que ça reste quand même quelqu'un de très discret, Edwards, de base. Enfin, c'est ça. C'est pas un combattant qui fait parler, donc forcément, là, on l'a vu transformé après cette victoire et clair. On a impressionné plus d'un, quoi, je pense. Exactement. Donc, je suis quand même souvent d'avis que celui qui prend la ceinture prend aussi une petite partie de l'héritage sportif de l'ancien champion, tu vois, ou le championne. Il y a une aura qui se crée, et bien souvent, avec une stature, une nouvelle façon de combattre, souvent le chasseur, du coup, il devient le chassé, il a moins de risques à prendre, il est souvent dans la position de celui qui s'exposera aussi un petit peu moins. C'est un rôle qui convenait déjà pas mal à Leon Edwards avant le combat, et du coup, je me dis, il peut rester longtemps dans ce rôle d'escrimeur, un peu sur le reculoir, il perd pas patience, il observe, il est opportuniste. Ça s'est vu contre Ousmane, tu vois, parce qu'il croyait en son combo, il l'a dit lui-même plusieurs fois, il a dit, je croyais en cette combinaison. Mais moi, j'ai revu le combat plusieurs fois, et à part la série de jabs comme ça, il tente beaucoup de jabs, mais je vois qu'il lève pas spécialement la jambe. Il presse pas le mouvement, en vrai. Il l'a fait quand le flow, il s'est présenté à lui, tu vois. Quand il a saisi l'opportunité, clairement. Enfin, ce combat, c'est clairement ça, quoi. Si tu remontes un petit peu avant contre Diaz, il le punissait grave, mais il cherchait pas forcément à 100% à finir le combat, tu vois. Il allait vers sa décision 5 rounds. Bon, il s'est fait un petit peu surprendre sur la fin, mais grosso modo, tu vois, il a un peu ce style-là. Donc, le statut champion avec ce style dans la cage, c'est déjà un rôle qu'il affectionne. Alors, tu vas me donner des contre-exemples, tu peux m'en donner plein, tu vois. Genre, dans ce style-là, par exemple, il y a Adesanya, JSP, John Jones. Je trouvais qu'ils avaient tendance à être plus sur gagner des rounds que chercher le finish, tu vois. Mais scorer, ouais, c'est vrai. C'est ça. Mais si tu vois, par exemple, Anderson Silva, pour ne citer que lui, avant sa grosse série de défaites, toutes ses dernières défenses de titre, c'est des gros finishes, tu vois. Donc, c'est tout l'inverse. Donc, c'est clair, tu peux m'en donner des contre-exemples. Faut dire que dans ce cas de figure, quand même, Edwards, c'était un peu la seule opportunité qui lui restait, en fait, le finish. Parce que lui-même, je pense qu'il avait compris, sa team avait compris que s'il terminait pas le combat, finito, quoi. Enfin, il n'allait pas avoir le titre. C'est clair. Donc, c'est aussi différent, tu vois. Ouais, surtout qu'il gagnait pas le 5e round avant ça non plus, quoi. C'était vraiment un coup isolé, quoi. Un combo isolé, quoi. Ah ouais. Il y avait pas... vraiment... Il y avait rien qui se mettait en place avant. C'était vraiment... À part le premier round sur l'espèce de renversement, on peut pas dire que il a pris que ce round. Tu sais... Il subissait un peu, les rounds. Ouais, carrément. Putain, il subissait en striking et il subissait en grappling dos contre la cage. D'ailleurs, après, il y a une stat qui va te faire halluciner sur Kamaru Usman. Après, on va parler des... Ah ouais. Tout à l'heure, je vais te demander de la concentration sur les statistiques et tout. Tu vas voir, c'est assez intéressant. Pour qui aime ça, moi, j'adore ça. Il y en a qui aiment pas du tout. Ah, moi, j'aime bien. Ouais, c'est cool, tant mieux, tu vois. Donc... Juste pour finir ce petit chapitre avant de te poser une ou deux questions, tu vois, moi je trouvais que Ousmane, il était passé par aussi ce statut un petit peu de combattant en manque d'inspiration, combattant spectaculaire. Lui aussi, il a fait un peu le sens inverse, tu vois, un petit peu comme Anderson Silva. Je le trouve de plus en plus spectaculaire, alors que la plupart des mecs, quand ils défendent leur ceinture, ils font un peu l'inverse, j'ai envie de dire, tu vois. Et voilà, ce que je dis, c'est que le côté attentiste, la tendance à sécuriser le scoring, c'est un des points qui peut me faire dire que ça convient plus à Leon Edwards qu'à Kamaru Usman. Ça va être à Kamaru là d'aller chercher une décision peut-être, mais en tout cas, je pense que c'est lui qui va chasser. Est-ce que ça va vraiment le changer du premier combat finalement? Peut-être pas tant que ça, tu vois. Maintenant que la ceinture a changé de camp, moi j'ai tendance à penser quand même qu'elle peut le rester, tu vois. Donc, sans trop de suite trop me dévoiler ton pronostic, même si c'est écrit en gros sur ton front, tu vois. Qu'est-ce que tu penses du fait
qu'est-ce que tu penses du fait que Leon Edwards saura éventuellement garder le combat dans son domaine, le faux rythme, la sécurité, les petites opportunités sur des contres puissants, comme il l'a fait un petit peu, tu vois, tout en ajoutant un petit peu de dynamisme. Qu'est-ce qui te fait penser que ça va marcher pour Leon Edwards? Alors déjà, moi je pense que psychologiquement, ça aide beaucoup Edwards d'avoir pu s'en sortir de cette manière. Enfin vraiment, c'était inattendu. C'est l'une des plus grosses victoires qu'on a vues l'année dernière. Donc forcément, psychologiquement, déjà, il va se sentir plus puissant, plus confiant, plus fort. Et je pense qu'il a surtout pu voir les défauts d'Ousmane en termes surtout de striking. On va pas se le cacher, vu que en tout ce qui était au sol, enfin, faut le dire, Edwards subissait carrément. Enfin, on l'a vu, il y a eu pas mal de moments où ça évoluait pas assez au sol, il était bloqué contre la cage, il essayait de s'en sortir, mais il peinait. Et donc je pense que là, il va pouvoir se dire, ben écoute, là j'ai réussi à gérer la situation, à quand même m'en sortir, parce que même s'il subissait le sol, il arrivait à gérer de telle manière à ce que Ousmane puisse pas placer en fait de soumission ou quoi que ce soit. Donc oui, il était bloqué, mais d'un autre côté, il a pas non plus fini le combat, Ousmane. Donc je pense que déjà, il part sur ce point-là, le fait qu'Ousmane n'ait pas réussi à terminer le combat, le fait qu'il soit sorti gagnant, donc forcément plus fort, plus grand. Puis la team qu'il a aussi, genre, franchement, entre chaque round, je voyais comment ses coachs le motivaient, tous les conseils qu'ils lui donnaient. Puis même après coup, après le combat, on a vu les analyses qu'ont fait ses coachs avant que le combat ait lieu, et on voyait bien qu'ils étaient préparés et qu'ils ont très très bien analysé Ousmane. Donc je pense que Edwards, en fait, va pouvoir se dire que si je l'ai fait une première fois, pourquoi pas une deuxième? Et puis même en face, on a peut-être un Ousmane qui est un peu fragilisé psychologiquement. Donc il y a de fortes chances qu'Edwards soit plus confiant et arrive à le déstabiliser, tu vois. C'est marrant, dans ce que tu dis, il y a deux choses. Enfin, il y a plein de choses, mais il y a deux choses qui m'ont interpellé et que je trouve super intéressantes, où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que Edwards, il croit en ce qu'il a fait. Pour lui, il y a pas de place à... C'était pas un lucky shot, C'est exactement ça. C'était pas chanceux, c'est du début à la fin. Pour lui, c'était son plan qui a fonctionné, tu vois. Et la deuxième chose où je suis super d'accord avec toi, c'est qu'en fait, malgré le fait qu'il se soit fait amener au sol, il a été grindé contre la cage, je l'ai pas senti en danger. Enfin, c'est pas forcément ce que tu as dit mot pour mot, mais c'est comme ça que je le traduis. Tu vois. Il a réussi à défendre le peu qu'il pouvait défendre, en tout cas. Ouais, je l'ai pas senti en danger. Il me semble que même premier round, quand il renverse Ousmane, je me demande même si c'est pas lui qui, à un moment, tente de souvenir, si c'est pas lui qui tente de l'étrangler pendant en tout 40 secondes avant la fin. C'est possible qu'il lui ait passé un truc, ouais, genre qu'il l'ait bloqué en body triangle ou un truc comme ça, c'est possible. Il était derrière lui, ouais, il le triangle et il était derrière lui en étranglement. Il a pas, je voyais que Ousmane il gérait, tu vois, mais voilà, il était quand même dans la recherche de quelque chose. Et c'est rare d'ailleurs, en plus, j'ai du mal quand je remonte. Alors, je pourrais regarder parce que je crois que j'ai leur Sherdog sous les yeux. Les soumissions je crois qu'il a 3 ou 4 soumissions, Edwards. Edwards ? Ouais, il a 3 soumissions. Ah, je pensais pas qu'il y en avait tant, tu vois. Il en a 3 et elle date de 2016, la dernière. Ouais, donc tu vois, c'est pas comme si là on pouvait s'attendre à ce que ça arrive ce week-end, tu vois, c'est clairement pas leur fort ni à l'un ni à l'autre. D'ailleurs, je l'ai pas noté, mais je l'ai pas noté pour le podcast, mais j'ai mémorisé qu'ils avaient genre 0,3% de chance de soumettre l'un et l'autre, tu vois. Oh là là, c'est si peu. Ouais, ils ont genre, c'est vraiment pas leur. Enfin, dernièrement, en tout cas, c'est pas leur point fort. Non, c'est pas des points forts. Tu vois, Ousmane, à part sa défaite, comme la première défaite d'Ousmane, je l'ai même pas vu, tu vois. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça date des années. C'est au tout début de sa carrière. D'ailleurs, attends, on va s'en donner le... Bah, allez. 2013, deuxième combat. Ouais. 2013, il s'est fait soumettre. Le mec a jamais perdu, quoi. Ouais, c'est ça. Depuis 2013, donc là, 2022, tu vois. Donc ça fait quand même une belle brochette. Impressionnant, quoi. Ouais, c'est incroyable. T'imagines là l'impact que ça a eu, quoi, cette défaite. Enfin, Edwards, il est responsable de grand chose là. Ouais, c'est clair. Après, peut-être qu'à un moment donné, il se disait, bah ça va arriver. Tu sais, peut-être qu'il était prêt finalement psychologiquement. Je sais pas. Après, je l'ai toujours trouvé très confiant, même quand il avait affronté Edwards. Après, on peut pas savoir ce qui se passe dans sa tête, mais rien qu'au début, ne pas se taper les mains, et puis même, il avait l'air d'être entre chaque round un peu confiant et sûr de lui. Même ses coachs lui disaient, non mais tranquille, faut juste que t'améliores ça, mais tu gagnes dans tous les cas, quoi. Donc je me demande même s'il était prêt en fait, parce qu'il dominait largement la catégorie, quoi. Ouais. Sachant que
Pardon. Sachant que Ok. on n'a jamais vu, par rapport à la défaite qu'on parlait tout à l'heure, de 2013, on va pas revenir dessus, mais si on prend la dernière, finalement, on l'a jamais vu du coup perdre et devoir se réajuster. Tu vois ce que je Mm. veux dire? On va pas revenir à ce qui s'est passé la première fois. Donc on est dans une situation inédite vis-à-vis de ses intentions, vis-à-vis de son game plan, Vraiment. contre un adversaire. Il l'a quand même mis KO durement. Clairement, le KO, il a Mm. fait psychologiquement, tu vois, les highlights comme Mm. ça, c'est pas tout le monde qui supporterait bien longtemps. Lui, il a pris ça avec vachement de philosophie. Il a pris ça avec vachement de détachement, en tout cas publiquement. Je sais pas comment c'est en interne. Mm. Tu penses qu'il va changer son approche? Tu penses que il va pas pouvoir se renier son style, ses habitudes habituelles, son style habituel, pardon. Pour toi, c'est quoi le game plan idéal pour faire changer? Ça fait plus beaucoup de questions là, mais pour toi, c'est quoi le game plan idéal, du coup, pour faire tomber le champion actuel? Alors, le problème avec Ousmane, c'est que j'ai l'impression qu'il a vraiment son style propre à lui. Et comme tu le disais, le fait que ça ait toujours marché, ben, il a jamais, il avait jamais envisagé l'opportunité, enfin, pas La l'opportunité, mais remise en il avait cause? jamais envisagé le fait de devoir revoir sa manière de combattre. Et c'est vrai que lui, il est beaucoup basé sur la lutte, sur le fait de bloquer son adversaire, le faire peiner, mettre la pression. Et donc là, je pense que la meilleure chose serait déjà de revoir le striking, peut-être plus anticiper ce qui peut se passer au niveau du striking, plus savoir éviter certaines choses comme ce qui s'est passé, clairement. Je pense pas que la lutte soit tellement à revoir. Peut-être revoir le sol aussi, parce que c'est dommage, c'est toujours très frustrant de le voir bloquer la personne au sol, réussir à mettre la pression, mais ne pas arriver à la finition, à l'étranglement ou à la soumission, peu importe quelle qu'elle soit. Donc peut-être ouais un peu voir de manière plus approfondie donc tout ce qui va être JJB, tout ce qui se passe au sol et le striking l'améliorer parce que c'est pas forcément son point fort même s'il s'en sort en striking, je pense qu'il pourrait faire encore mieux quoi. C'est vrai que dans le premier combat, il a dominé tous les rounds, mais je sais pas si c'est un truc que tu as remarqué dans les échanges. Autant il donnait plus de coups que Leon Edwards, autant les coups que mettait Leon Edwards étaient plus lourds. Je suis d'accord. Sur Et des plus gros précis jab à aussi. pied, sur des gros crochets. Ouais, plus précis, ouais. Il y a eu moins de volume, mais il y a eu plus de précision. Et je pense que, tu vois, d'avoir pris un KO, tu sais, tu parles du striking à améliorer et tout, et clairement, ouais, l'abcès psychologique du striking, ça peut être quelque chose, parce que de s'être fait mettre KO, il y a des années, enfin même jamais, d'avoir jamais été KO avant, du coup, ça peut te faire revoir un peu ton... Tu sais, comme Francis Ngannou ah ouais. contre Derrick Lewis. Contre Cyril Ah non. Il s'était pas pris un KO, tu vois, avant. Il s'était juste fait laver au sol contre Miocic. Mais tu sais, il y a une espèce de traumatisme qui peut complètement annihiler ton jeu habituel, tu vois, qui peut te dérégler, entre guillemets. Et toi, tu dis qu'en plus, tu as raison, il était sur des automatismes pendant, je sais pas, 20 ans d'automatisme, 20 ans de répétition. Carrément. Ousmane, c'est Ousmane, tu vois, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup de gens l'adorent et beaucoup de gens aussi le trouvent un petit peu ennuyeux. Même si moi, je trouve, comme je répète encore une fois, je trouve que plus ça allait et plus il était spectaculaire, tu vois. Genre Masvidal et tout, ça nous a rendu fous, quoi. Ah tu vois, ouais. c'est magnifique, tu vois. Moi, je trouvais que justement, c'était tout en son honneur d'aller chercher les KO alors que c'est pas à lui forcément de faire le jeu, tu vois. Mais je trouvais que plus ça va et plus il se mettait en danger. Donc j'aimais bien ça. Mais là, bizarrement, contre Leon Edwards, son volume de coups je trouvais qu'il avait quand même une défense de striking un petit peu perméable et qu'il se prenait quand même des contres assez puissants, tu vois, de la part de Rocky. D'Edwards. Donc ouais, carrément. Mais il faut dire aussi que le striking d'Edwards, il est très reconnu. Hein. Enfin, il est reconnu pour être vraiment un très très bon striker. Donc d'un côté, c'est un peu un sniper lui aussi et il a réussi à le toucher quand il fallait et faire les bons enchaînements. Quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a des stats qui arrivent, tu vois. Alors les stats, comme je disais tout à l'heure, il y en a, ils détestent ça, il y en a, ils adorent ça. Je le dis tout le temps, je le répète encore une fois, il y aura une timeline. Donc vous pouvez zapper si ça vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu sais qui est favori? Ousmane. Ouais, moins 245 pour Ousmane. Donc voilà, faut miser ça m'étonne pas. Ouais, voilà, c'est ça. Contre plus 205 pour Edward. Alors moi, je suis pas fan. Ah ouais, quand même. Ouais, il y a quand même un petit différentiel qui se creuse. Alors j'ai vu que ça dépendait des sites. D'ailleurs, si ça se trouve, tu vois là. Est-ce que je l'ai sous les yeux? Oui, non. Odds. Ouais, c'est un peu descendu, tu vois, on est à plus 195 à moins 230. C'est pas descendu de ouf, mais c'est descendu quand même, tu vois. En live, là, tu vois, donc ça a changé. Moi, j'ai regardé hier, donc tu vois, ça a quand même, en une journée, ça
Ça a baissé Il pour reste Edwards. favori, tu vois. Hein. Ouais, il reste favori. Bah ouais, clairement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui prennent encore ce coup pour un lucky shot aussi. C'est ça. Moi, j'avoue que... Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est encore ça. Je pense pas, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, je le pense pas, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une grande majorité de gens qui pensent que ça ne peut pas arriver une deuxième fois. Là, par contre, je le pense un peu aussi, tu vois. Je pense que ça aura du mal à passer une deuxième fois. Voilà. Donc, la stat la plus basique, c'est qu'on est à 20 victoires et 3 défaites pour le Jamaïcain, l'Anglo-Jamaïcain, et le champion et le challenger, l'ancien champion. 20 victoires, 2 défaites pour Ousmane. Ils font la même taille, ils font le même poids, ils ont quasiment la même allonge de bras et de jambes. Vraiment, ça se joue à quelques centimètres des détails, c'est clairement insignifiant. Les deux ont le même taux de décision, ils sont à 50% de décision. Ils combattent en moyenne entre 15 et 17 minutes, l'un et l'autre. Ok. Ils mettent tous les deux moins de 0,5 knockdown toutes les 15 minutes, soit moins de 1 par combat. Des monstres. Voilà. Donc, en frappe signifiante, il y en a un qui est devant. J'ai quand même réussi à trouver des domaines dans lesquels il y en a un qui est devant. C'est Ousmane qui est devant avec 4,5 frappes signifiantes par minute contre 2,5. Donc, on n'est pas sur le double, mais quasiment quand même. Ouais. Ils en absorbent pratiquement autant l'un que l'autre, qu'ils absorbent entre 2,3 et 2,5 frappes signifiantes par minute. Donc à ce petit jeu-là, ils ont la même défense de striking. Côté grappling, là ça va sourire. Alors. Ah ouais, ça j'étais sûr là. Alors. J'étais sûr que tu allais attendre le domaine. Ousmane là est encore devant. Avec 3 takedowns réussis toutes les 15 minutes contre 1,4. Donc 2 fois plus. Okay. La précision aussi est à l'avantage du Nigérian. Il a également une défense de takedown proche de la perfection. On est à 97% de défense de takedown contre 70%, ce qui est quand même pas mal, qui est quand même au-dessus de la norme. Voilà. Sauf que le seul à l'avoir vraiment fait baisser ce pourcentage, c'est Leon Edwards, justement. Ouais. C'est un peu une folie quand tu y penses, quoi. Tu vois, à se demander. Je pense que c'est lui, les 3% manquant aux 100% de... c'est possible, parce qu'il me semble pas. Alors, je suis pas allé vérifier à ce point-là, je suis pas remonté... je suis pas certaine, donc je vais pas dire de bêtises, mais... J'ai des bonus qui vont te faire plaisir. Ah. Je suis allé les sélectionner juste pour toi, tu vois, parce que je savais. Je savais qu'on avait une fan. Ils sont 4e au classement des victoires par soumission, avec 10 chacun. Par décision, pardon, avec 10 chacun. Okay. Kamaru est toujours premier au classement des victoires consécutives, avec 15, bien que ce soit terminé. Je crois que le deuxième, c'est... je sais plus, est-ce que je l'ai sous les yeux? C'est pas Silva? Je l'ai pas sous les yeux, tu vois. Alors, je l'avais sous les yeux tout à l'heure, mais là, je l'ai plus. Je sais que plus actif, il y a JSP, je crois qu'il est à 13. Mais actif, j'ai coché actif, j'ai pas coché inactif. Ah, actif, je sais pas. Ouais, j'ai zappé, j'ai pas regardé. Kamaru, il est 3e. Alors là, c'est un truc de fou. Il est 3e en temps de contrôle de son adversaire avec 2h08. Oh. Et voilà, en temps de contrôle de son adversaire. Il a passé 2h08 à contrôler des mecs. C'est démesuré. Ouais, c'est complètement démesuré. C'est vraiment incroyable. Il est devant Colby, qui est un tout petit peu derrière. Okay. Il y a ce style aussi, clairement, les deux vont bien ensemble. Et devant eux, c'est Rafael Dos Anjos. Ok. Je sais plus qui est premier. Mais devant eux, Rafael Dos Anjos. C'est vrai que Rafael Dos Anjos, attention. J'avais pas pensé, tu vois. Ouais, okay. C'est incroyable. Kamaru Usman, il est 5e au classement des knockdowns, avec 10 knockdowns réussis. Donc là, pareil, c'est une belle petite dinguerie. Il est 4e en frappes qui ont touché avec 2256. Alors, il reste loin derrière le premier. Tu sais qui c'est? Je pense que tu vas trouver. Il est un véritable sniper. Tu trouves ou pas? Je suis en train de réfléchir à un combattant qui touche. Je peux te donner qui je vais te donner, je sais pas, 2-3 noms. Ouais, mais quand je vais te dire son nom à lui, tu vas dire ouais, c'est lui, c'est sûr. Mais non. Alors, Adesanya. Ouais. Si je pourrais dire Max Holloway. Ouais. Ou Nurmagomedov. Donc, il n'est plus actif. Déjà, pas Nurmagomedov. non, Holloway, non? Ouais, c'est Holloway. Il est grave Holloway, loin. Ouais, il est vraiment loin. Il est vraiment loin. Ouais, lui, c'est un sniper. Donc, je disais, Ousmane, il est à 2256. Holloway, il est à 3200. Oh là là. Donc, il a 1000 quand même, frappes de plus. Ouais. Et puis, il a bourriné sur quelques sacs de frappes. Ah ouais, mais Holloway, un monstre aussi. Il y a eu des combats où ça allait en sens unique. Clairement, il y a eu... sur du 5 rounds. Il y a des fois où il a terminé ses adversaires. Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment ouf. J'ai pas regardé qui est 3e, 2e. Voilà, c'était juste Holloway était premier.
Super intéressant. Le dernier bonus de Monsieur Kamaru Usman, c'est qu'il est deuxième donc en défense de takedown, comme je disais tout à l'heure, il est à 97%, et le premier, contre toute attente, c'est Chris Curtis. Voilà. Ok. C'est intéressant. Il y avait Khamzat Chimaev, mais il est descendu. Ah bah ouais, dernièrement, ouais. C'est ça. Donc voilà, c'est des petits... ça, c'était des petits bonus qui, je pense, te font bien plaisir. Ah ouais, grave. J'ai une stat qui tue, je sais pas si... C'est un peu basique, mais mine de rien, c'est pas tout le monde qui l'a remarqué. Leon Edwards a 0% de défaites par finish. Les seules défaites qu'il a prises, c'est par décision. Kamaru Usman, c'est l'inverse. Il a 100% de défaites par finish ou soumission. Il en a que 2 et qu'il y a eu une soumission et un KO. Donc voilà, on peut tirer de simples petits faits, on peut en tirer des stats, tu vois, qui vont faire des gros titres, des machins. C'est trop sympa, n'empêche. On peut s'amuser à faire ce qu'on veut. Donc il y en a qui aiment, mais il y en a qui aiment pas du tout. Moi, j'adore. Moi, j'aime bien, en tout cas. Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait tilter? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'y attendais pas? Bon, j'imagine que t'as pas tout mémorisé, c'est un peu compliqué. Non, j'avais pas tout retenu. Hein. Et puis même par rapport au petit classement que tu m'as donné, il y en a auxquels je m'attendais pas forcément à être au-dessus d'Ousmane. Voilà, que ce soit. Ça revient souvent, ça. Dans les... C'est vrai qu'il y en a qui m'ont surpris. Ouais, ça revient souvent quand je fais les stats et que je demande à un invité de me dire ce qu'il en pense. Les noms cités, souvent, sont pas ceux qu'on attendrait au départ. Ouais. T'as vu qu'en frappe signifiante, Ousmane, il y a quasiment 2 fois plus que Leon Edwards. Est-ce que ça te surprend? Tout à l'heure, tu parlais finalement du striking de Edwards, finalement, t'as vu? Quand même, ouais. Justement, parce que c'est ce que je disais, c'est que lui, il est assez précis dans son striking, et forcément, je l'aurais pensé qu'Ousmane, tu vois, il était un peu moins précis, un peu moins pro au niveau du striking, donc ouais, grave impressionnant. Marvin Vettori, numéro 4. Roman Dolidze, numéro 9. Middleweight. Vettori favori. Je te laisse... C'est quoi évidemment, comme j'ambiance un peu le podcast, je parle beaucoup. Du coup, je te laisse un peu la parole. Ben moi, j'ose espérer que Vettori va faire son retour en force. Donc, je suis du côté de Vettori. Ouais. C'est pas forcément un combattant que j'apprécie particulièrement. Je suis pas forcément plus que ça. Mais bon, la dernière personne qu'il a affrontée, c'était Whittaker. C'est ça? Ouais, à Paris. Ouais, c'était Whittaker qui l'a complètement ridiculisé. Mais je pense que le fait d'être face à quelqu'un qui est moins classé et qui a peut-être moins d'expérience pourra le faire revenir en force. Donc, je pense qu'il a ses chances en vrai. J'ai pas le Sherdog de Roman Dolidze sous les yeux, mais je crois qu'il a battu le Norvégien Hermansson, si je dis pas de conneries. Alors je dis peut-être une connerie, parce que j'ai pas tout mémorisé non plus. Vettori sort quand même de 2 défaites, comme tu dis, un peu difficiles, où il a pas beaucoup s'exprimer, où lui qui aime bien lutter, il aime bien striker aussi, mais là pour le coup il s'est complètement fait overstriker. Je vois quand même, j'ai sous les yeux que c'est 2 gros grappleurs. Dolidze, il a vraiment montré des choses impressionnantes lors de son dernier combat. Moi, j'ai un petit peu peur pour Vettori, même si, comme toi, j'aimerais bien le voir rebondir. Le problème, c'est que, en fait, le fait qu'il soit toujours... ça devient un peu un gatekeeper, c'est un gatekeeper de luxe. Parce que s'il prend du top 10, on va dire, il va toujours les battre en général. Oui. Et s'il prend les deux devant lui, voire Costa, je crois qu'il est numéro 3, ben on voit qu'il galère, tu vois. Il pourra combattre 10 fois Adesanya, il pourra combattre 10 fois Whittaker, il y aura, à mon avis, 10 fois le même résultat, tu vois. C'est le problème de cette catégorie, c'est que les premiers, ils dominent tellement qu'on a l'impression qu'en fait, personne peut les rivaliser, quoi. Ouais, c'est ça. Pardon, je disais Adesanya et machin, mais maintenant, il y a Pereira dans l'équation, j'avais complètement zappé. Et Pereira, oui. Ouais, Pereira, lui aussi. C'est le nom qui... Voilà. Alors, et là, Dolidze, ben, pas de bol pour Vettori. S'il y a bien un nom qui est rentré dans le top 10, que je pense tout le monde cherche à éviter, c'était lui, tu vois. Donc, je suis un peu... J'ai envie que Marvin Vettori gagne ce combat. Mais en même temps, Roman Dolidze, c'est un peu la classe quand même, tu vois. C'est le bon gros géorgien qui monte, qui explose bien là sur son... Ouais, franchement, ça risque d'être compliqué. Donc, je vais quand même essayer de rester lucide et pas me laisser emporter par les sentiments. Dans ce cas-là, je vais dire Dolidze. Petite décision, le grappleur contre grappleur, ça va se finir en striking, je pense. Je serais pas étonné qu'il y ait une petite décision qui aille en sa faveur, parce que je trouve que Vettori, il a perdu un petit peu de son aura dernièrement en striking. Voilà. Ok. Donc toi, tu m'as dit Marvin Vettori quand même.
Allez, je vote Vettori, moi. C'est ça? C'est ça. D'accord. Jennifer Maia contre Casey O'Neill. Donc là, on est. Donc la des numéro combattantes 8. que je ne connais pas, il me D'accord. semble. Donc la numéro 12. Jennifer Maia, c'est celle que Manon Fiorot a surclassée Si, bien sûr. à son dernier ou avant-dernier combat, je sais plus. Oui, c'est bon, en fait, je la connais celle-là. Ok. Ouais. Voilà. Non, avant-dernier combat, parce que le dernier combat, c'était contre la Kathleen Choukagian. La Suisse? Non, l'américaine. Ah. Elle est américaine. Donc là, c'est deux combattantes qui sont, on va dire, qui ont du MMA dans sa globalité. Pardon, j'ai perdu les mots. Qui ont un overall, on va dire. Polyvalente, quoi. Ouais, merci. Tu m'as bien rattrapé, c'est parfait. C'est cool, merci. Ouais, elles sont assez polyvalentes. Ça se voit dans par exemple, la façon de finir les combats. Je suis surpris que Casey O'Neill semble avoir un meilleur grappling que Jennifer Maia. Je m'attendais pas à ça. Et sur la précision, et sur les takedowns, et même sur la défense, et même sur les soumissions, tu vois. Donc dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui a l'air d'apprécier, enfin d'affectionner, ça se dit. Oui, d'affectionner. Pourquoi pas? Ouais. Je suis pas certaine. Je suis pas certain non plus. Voilà, en tout cas, je suis encore en train de chercher le bon mot, mais c'est pas grave. Voilà, en tout cas, je pense que quand même, elle est numéro 12, elle est moins bien classée. Mais Jennifer Maia, elle est sur une dynamique un peu moins positive. Donc je serais pas surpris que O'Neill lui passe devant, mais j'avoue, je suis pas très inspiré. Je vais pas, tu vois. Et Maia, c'est qui sa dernière adversaire? Mais je crois qu'elle a tapé Fiorot, et je sais pas si elle a recombattu derrière, tu vois. Ok. J'ai pas regardé si elle a recombattu derrière. Si tu veux, il me semblait qu'elle avait combattu il y a pas très très longtemps, mais peut-être que je la confonds avec une autre alors. Elle a combattu Morose derrière. Elle a gagné par décision unanime en novembre 2012. Ok. Voilà. Que je ne connais pas. Que je connais son nom me revient, mais Morose, je ne connais pas spécialement. Moi, ça me dit rien. Non. Donc voilà, je te laisse. Non, sans plus. Là, je t'avoue que j'ai pas de prono. Je pourrais même pas te dire. Je pense pas avoir vu certains de leurs combats. Peut-être un ou deux, mais. Ok. Toi, quand il y a les combats féminins, tu fais la sieste ou c'est juste là? Ah non, pas du tout. Par contre, j'essaye de toujours être au rendez-vous. Mais c'est vrai que c'est celle que je connais moins parce que c'est pas ce qui est mis le plus en avant, malheureusement. Mais moi, ça m'intéresse en tout cas. Sur Twitter, t'as vu, il y a des petits salauds. Hein. Ça va se coucher, ça va faire la sieste pendant les combats féminins. Allez, c'est le moment de la sieste. Ouais. Putain, ils sont bons. On les dédicace. Franchement, ils sont bons. Alors, après, il y a un combat qui, franchement, Gunnar Nelson, il devait combattre. Putain, je sais plus qui devait combattre avant le short notice de Barbarena. Je sais pas si tu te rappelles ou pas. Tu l'as, toi? Justement, j'avais regardé tout à l'heure, j'ai déjà oublié. Putain, moi aussi, j'ai oublié. En tout cas, avant qu'il soit annulé, j'ai presque envie de dire que ça m'intéresse plus, Brian Barbarena, de souvenir. Quand j'ai entendu qu'il prenait le short notice, j'étais trop content, tu vois. Ah ouais? Ouais, carrément. Je sais plus qui devait affronter de base. Non, ça m'est sorti de la tête. Je sais que Gunnar Nelson, là, il me semble qu'il sort de 2 victoires stylées. Une un peu chiante, je crois, contre Sato, où il a fait un peu ils ont fait un peu la serpillière. Non, il a perdu contre Gilbert Burns en... Oui, il avait pas recombattu. Non. En 2019, il avait pas recombattu depuis 2019. Faut que je vois qui il était censé affronter, ça m'intrigue là. Ouais, j'avoue, je sais pas. C'est ça, attends, peut-être sur Tapologie. Ah ouais. C'est 286 Tapologie. Hop. Normalement, il marque les combats annulés et tout en dessous. Ouais. Non, j'arrive, je regarde. Comme ça, au moins, on a l'info aussi. Daniel Rodriguez. Ouais, non, en fait, c'était bien quand même. Daniel Rodriguez, j'aime trop. Ouais, c'était bien. En plus, il sortait d'un combat où il avait pas pu s'exprimer. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. En tout cas, on a Barbarena à la place. Moi, franchement, je suis content. C'est cool. Il sort d'une défaite contre... Il me semble... voilà, il avait battu Robbie Lawler. Et il me semble qu'il avait pris derrière Rafael Dos Anjos en short notice pour sauver un Fight Night. Un mois plus tard. Alors, un mois et quelques jours, on va pas... Respect. Ouais, j'ai pas non plus en tête toutes les dates. Mais il avait pris un short notice derrière. Et il avait perdu contre donc Rafael Dos Anjos. Donc il a fait un peu le yo-yo, mais franchement,
cette défaite, on peut un peu la mettre de côté, je pense, parce que Pour un short notice, ouais, en vrai. c'était plus pour sauver l'événement, je pense, que pour aller chercher à faire une vraie performance, on va pas se mentir. Rafael Ouais. Dos Anjos, lui, en plus, il arrive toujours prêt dans ses événements. Le mec, vraiment, il est affûté comme jamais. Donc là, par contre, voilà, on a Gunnar Nelson contre Brian Barberena. Gunnar Nelson qui combat clairement à domicile, l'Islandais. Il est favori, ça me surprend. Brian Barberena, Ok. il est américain, il aura un petit coup de jet lag dans la tronche. Il est en short notice. Ça C'est joue. vrai que c'est des petits indicateurs, tu vois, qui peuvent ne pas peser, mais moi, j'aime Ça bien joue. prendre ce genre de petites choses en compte. Ils ont à peu près même 18-5 pour Nelson, 18-9 pour Barberena, qui, je trouve, prend plus de risques. Après, Nelson, il n'a pas combattu pendant 3 ans, donc aussi, voilà, ça il fait aussi. C'est énorme. Hein. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Donc c'est gros, voilà, gros striker contre... Enfin, gros grappleur contre gros striker. Qu'est-ce que t'en penses? J'aurais tendance à dire que je suis un peu team grappling, mais Ok. honnêtement, je ne saurais pas dire. Je trouve que c'est quand même risqué la short notice quand même. Et Il les enchaîne là. puis l'un qui combat aussi à domicile, on dirait pas comme ça, mais ça joue aussi sur le mental. Donc j'aurais tendance à être de son côté. Tu te rappelles de la performance de Gunnar Nelson contre Sato à Londres la dernière fois? Non. Parce que tu vois, autant voir Nelson favori, bon, pourquoi pas. Autant contre Sato, il avait archi dominé. Il faisait que le takedown, il le mettait au sol, il ceinturait. Il était tout le temps en triangle dans son dos, à lui mettre des coups, tu vois. Mais c'était quand même très ennuyeux comme combat, on va pas se mentir. Ce combat, il a un peu flop. Faudrait que je vois ça alors. Barberena, c'est plutôt du genre à envoyer des parpaings, à pas attendre qu'on l'envoie au sol, tu vois. J'ai quand même... Plus explosif, quoi. Ouais, beaucoup plus explosif que Sato. Je pense beaucoup plus... dans les rankings, beaucoup plus prêt à ce genre d'adversité aussi, tu vois. Sato, je pense qu'il était un petit peu là pour faire plaisir au public londonien, tu vois, en vérité. D'ailleurs, c'est compliqué pour un Japonais de venir à Londres, quand même, franchement, en termes, comme on parlait tout à l'heure, en termes de jet lag et tout, c'est pas un cadeau, quoi. En défense de takedown, Brian Barberena, c'est quand même 50%, c'est pas non plus comme s'il savait pas du tout les défendre. Donc s'il arrive plus ou moins un petit peu à sortir du jeu de tentative de mettre mise contre la cage ou de takedown, franchement, il pourrait tirer son épingle du jeu. Moi, franchement, vu ce qu'il envoie à la minute, le mec, il envoie 6 frappes signifiantes par minute. Ah ouais. Y a moyen grave de... Ouais, bah non, alors il en absorbe grave, hein, mais en face, il en absorbe aussi. C'est un pari risqué, quoi. Soit il se prend quelque chose et c'est fini, soit il arrive à placer le bon coup. Et franchement, je pense s'il se fait pas soumettre, il lui arrache la tête. Honnêtement, honnêtement, je le vois comme ça, pour parler un peu vulgairement. Ah bah là, tu me vends bien le combat. Hein. Ouais. Si ça se passe comme ça... Ouais, je pense. Nelson, il va venir pour le soumettre, hein, ou pour l'isoler au sol, tu vois, mais il va avoir du mal, je pense. Par contre, en plus, il est large, Barberena, tu vois, il est dur à ceinturer. Ouais. Pas évident, c'est un corps un peu, je vais pas dire ingrat, mais tu sais, il est un peu chubby comme ça, un peu costaud. Pas facile à manœuvrer. Moi, je vois bien quand même je vois bien un TKO de Barberena, tu vois, une petite clim à domicile pour Nelson. Bon, bah on va voir ça alors. Qu'est-ce que t'en penses? Tu m'as pas dit. Moi, j'ai choisi Team Nelson, après, tu m'as un peu tenté avec ton discours. Hein. Ouais, mais oublie pas que j'ai pronostiqué Cyril Gane aussi. Et bien comme il faut, tu vois. Bon, bah je reviens sur ma décision alors. tu vas rester Team Gunnar Nelson. Non, mais je reste sur ce que j'ai dit. En plus, j'ai déjà fait mes pronos, moi, donc je ne reviens pas dessus. Y a pas de souci. Bon, ces deux-là, on les présente plus. Justin Gaethje, numéro 3, contre Rafael Fiziev, numéro 6. Ah là là. Fiziev est favori, moins 230 contre plus 195. Okay. Surprenant, mais pas surprenant, si on veut, comme on dit souvent. Gaethje qui revient d'une défaite, là. Ouais, il fait le yo-yo. Fiziev, il est carrément sur une dynamique de porc. Il est inarrêtable. Il a fini Dos Anjos. Je crois que c'est le premier à avoir fini Dos Anjos. Si je dis pas de conneries, ou du moins à l'avoir mis KO, TKO, je sais pas, c'est peut-être Dos Anjos, c'est peut-être fait soumettre, je me rappelle plus, mais en tout cas, personne l'avait KO, TKO. Donc c'est arrivé, c'est lui qui l'a fait, dans le duel des Raphaël, donc je sais pas, franchement, ça dépend dans quel état d'esprit, dans quel mental, dans quel game plan va arriver Gaethje, quoi. Parce que lui, il peut éteindre la lumière de n'importe qui aussi, faut pas oublier, tu vois. Ah ouais, lui aussi, il rentre dedans, il fonce Gaethje, donc c'est qui tout double aussi. Des fois, il fonce même, il fonce un peu trop, tu vois. Des fois, il fonce genre un peu con, quoi. C'est pour parler, tu sais.
Des fois, vraiment, tu te dis, mais merde, il gâche tout, en fait, par moment, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, Et j'avais vu qu'il avait été pas mal critiqué aussi pour son sol, Geiji, donc en espérant qu'il le mette pas en danger à ce niveau-là, quoi. bah, en fait, il a eu des périodes où il a montré que c'était un grimpeur hors norme. Et il y a des périodes où il a complètement arrêté. En fait, on dirait qu'il y a eu un avant-après lentille de contact. Tu vois, le mec, depuis qu'il a des lentilles, il veut que striker, quoi. Non, mais c'est marrant parce qu'en même temps, c'est presque vrai. Tu vois, le mec, quand il voyait rien, il voulait avoir le mec à son contact. Et maintenant qu'il voit, il veut garder la distance. Tu vois, il a tendance à. C'est possible que ça ait un lien. Hein. Moi, je trouve qu'il a changé, tu vois, depuis qu'il a fait son. Je sais pas si c'est une opération ou quoi, mais je crois qu'il s'est fait opérer les yeux. Et je crois que, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de changements et qu'il a du mal à se trouver à renouveler son style, tu vois. J'ai l'impression qu'il est un peu sur la fin d'un style, comme un serpent qui change de peau, tu vois, mais il a pas fini. Ouais. C'est de mettre un peu de poésie. Une transition encore. Ouais, c'est ça, il est dans une transition. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'avoue que ça respire pas la confiance, quoi. Alors, Geiji, il a une stat qui parle pour lui. Il a un des taux de frappe signifiantes les plus envoyés à la minute de tout l'UFC. Il est à 7,50. Donc voilà, clairement, lui pareil, il va chercher à parpiner. Par contre, il en absorbe plus qu'il en donne. Donc tu vois, il est à 7,80. C'est un truc de fou. Ouais, non, c'est trop. C'est clairement trop. Ouais, face... il réfléchit pas, quoi. Ben, bizarrement, il réfléchit pas, mais en même temps, en face, c'est pareil. C'est pareil, et pourtant, Fiziev, beaucoup disent qu'il est très technique, très machin et tout. Pourtant, il encaisse de ouf. Il encaisse plus qu'il donne de coups aussi. Il donne 4,80 en frappe signifiante et il en encaisse 4,90. Donc pareil, il y a une petite. Bah, je suis très sur les stats là parce qu'on est dans les. On rentre pas dans les détails et tout, tu vois, on s'amuse un petit peu. Il n'y a pas que ça qui vient en ligne de compte. Oui, bien sûr. Voilà, mais c'est des petits indicateurs qui me laissent penser que ça va striker grave. Qu'il va y avoir un chaos. Que ce soit une bonne guerre, quoi. Ouais, je pense qu'il va y avoir un chaos et je vois bien quand même Fiziev plus malin, pas plus intelligent, mais plus mesuré dans son gameplay, plus facile de. Je trouve qu'il prend plus de recul facilement. Tu vois, Geiji, une fois qu'il est dans la guerre, il a du mal une fois qu'il a senti le sang, il a du mal à revenir à la raison et tout. Et dans ce genre de combat, t'as vu Fiziev comme il a été patient contre Dansonios. Il a vraiment saisi l'opportunité. Ça m'a fait penser à Leon Edwards d'ailleurs. Contre Ousmane, tu vois, ce petit coup un peu sorti de tac, petit combo sorti nulle part. Donc je le vois bien gagner à l'intelligence de combat, quoi. Fight IQ. Je te rejoins là-dessus. Enfin, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grandes chances que Geiji il puisse s'adapter et aviser selon les différents rounds, s'il y en a, bien sûr. Donc ouais, moi je suis aussi dans la même team que toi là. D'accord. Et c'est marrant parce que donc on est chez les lightweights. Si Fiziev gagne, on peut penser qu'il va prendre la place de Justin Geiji, ou du moins qu'il va prendre une ou deux places. Du coup, il repasse devant Chandler, il repasse devant Ben Dariush, le pauvre Dariush. Décidément, tu vois, ce parcours du combattant qui veut se taper le numéro 1. Ouais, mais vraiment, pour le coup... Et tu vois, encore une fois, la catégorie des lightweights, un truc de fou, quoi. Et si Geiji gagne, il conforte une place de top 3 devant Dariush, devant Fiziev, devant Gamrot, devant Chandler, tu vois, encore une fois. Et c'est encore un truc de fou. Le mec est reparti dans la course au titre. Il y a Poirier, Oliveira devant. Enfin, tu revois un Poirier Geiji pour. Tu vois, c'est souvent les mêmes en fait qui se chevauchent, quoi. Si c'est le cas, enfin, si c'est en vainqueur, quoi. C'est pour ça que ça serait cool aussi un peu de nouveauté. J'avoue que. Ouais, moi j'aimerais bien, tu vois. Puis même Dariush qui va affronter Oliveira aussi, ça va peut-être être un tout autre tournant dans la catégorie. Donc là, on sait pas à quoi s'attendre d'ici les mois à venir. Je vais y arriver. Je serais content de voir et Dariush et Fiziev gagner pour redonner un peu d'élan à la KT. À contre-cœur, j'aimerais aussi voir Dariush gagner, tu vois. Mais à contre-cœur. Ouais, c'est vrai qu'Oliveira, on aime bien quand même. Ouais, on l'aime bien. Moi, c'est Poirier que j'ai pas envie de voir descendre dans les rankings. Ah ouais, mais Poirier, il me fait mal au cœur parce qu'il est tellement méritant, mais il n'a toujours pas touché la ceinture de près. Donc, et puis ça va être compliqué. Là, ça commence à être difficile. Ça commence à être dur. Vu le top. Ouais, c'est clair. Alors, je te propose qu'on passe maintenant. On a 50 minutes. Wow, je m'en suis pas rendu compte. En fait, on a fait. Il m'a semblé qu'on a fait relativement vite jusqu'aux stats. Ah. Après, et puis après. Les stats, c'est ma partie. En fait, j'aime tellement que je pense que c'est pas bien parce que
Je dois endormir tout le monde avec ça, et il y a plein de Mais gens c'est qui pas doivent pas du possible, tout moi aimer. je trouve ça ultra intéressant les Ouais, stats. ça tue, ouais, mais C'est parce que ouais. c'est des chiffres, donc les gens. Je pense que quand tu y participes, c'est passionnant, mais quand tu dois Ouais. écouter un podcast, j'avoue que si tu Moi dois te taper un quart d'heure ça de m'a pas stats, gêné, même dans tes podcasts, ça m'a pas forcément moi j'aime gêné bien, les ouais. parties stats. Ouais, moi j'aime bien aussi. donc. J'aime bien la petite stat qui tue à chaque fois. Bon, bref. On va finir sur le combat principal quand même, puisqu'on est venu pour ça. Oui, j'avoue, de base. Bon ben, allez, à toi l'honneur. Moi, je suis très confiante pour Ousmane. Pour moi, comme on l'a dit avant, l'enchaînement qui a abouti lors de leur premier combat ne pourra pas se refaire une seconde fois. Là, va falloir trouver une autre stat. Et puis même Ousmane, de son côté, il va travailler avec sa team. Il a travaillé avec sa team et forcément, il va revoir ce qui lui a fait défaut. Donc revoir le striking, peut-être mieux défendre au sol, peut-être arriver à la finition, peut-être plus travailler le fait d'arriver à un finish en fait. Parce que c'est ce qui me manque avec Ousmane, c'est de finir son combat d'une nouvelle manière en fait. Et il a trop été confiant, ça lui a mis un coup. Et je pense que là, ça va le réveiller. J'ai un peu peur aussi qu'Edwards, justement, comme je le disais au début, soit bien plus confiant et que ça lui ait donné une nouvelle ère, quoi. Mais moi, je suis confiante pour Ousmane dans le sens où vraiment, sur tous les rounds qu'ils ont disputés au total depuis leur premier combat, même si on compte plus trop ce qui s'est passé en 2015, Ousmane a dominé plus de la moitié des rounds, largement, si ce n'est 80%. Voilà. Donc, je reste... très confiante, mais en même temps, j'ai pas trop envie de me prononcer parce que j'étais très confiante lors de leur premier combat. Je suis tombée de haut à la fin du 5e round, donc on n'est jamais à l'abri de surprise en fait. On sait jamais comment ça va se terminer, mais pour moi, Ousmane a quelques ajustements à faire et ce sera ok. Ok, donc ça va se jouer à des petits ajustements pendant 9 mois. Je pense que c'est ça. Ok, taille patron alors le Ousmane. Ok. Oui. Moi, tu vois, jusqu'à un petit peu avant de finir de faire ce podcast, je donnais, même tu vois, dans la première partie du podcast, j'étais encore sur cette dynamique de donner, de laisser la ceinture à la Wiley avec la dynamique du champion, l'aura qu'il prend, le fait qu'en plus, la façon dont le champion souvent se comporte correspond parfaitement au style de Leon Edwards, tu vois. J'avais tendance un petit peu à avoir cette mentale. Mais j'avais déjà revu le combat, mais là, je l'ai revu encore plus récemment. Moi aussi. Et j'ai l'impression que ça va être difficile de supporter la même pression 2 fois, en s'en sortant avec la même combinaison, je vais pas dire lunaire, mais tu vois, l'espèce de coup du sort, le truc qui arrive qu'une fois dans une vie, un peu, j'ai envie de dire, tu vois. Et qui a été prévu en plus de ça, quoi. Donc c'est comme s'il l'avait écrit, quoi. Ouais, c'était fou. Et puis, tu vois, Edwards a pas toujours été spectaculaire non plus avant. Tu vois, là, ça a donné un coup d'éclat. Ça lui a redonné un coup d'éclat spectaculaire, mais en vrai, il affectionne quand même pas mal les décisions et tout. Et là, on voit que si ça va à la décision, ça risque difficilement d'aller à... Enfin, je pense toujours à mon podcast sur Cyril Gann. Maintenant, quand je parle, tu vois, j'ose pas y aller, tu vois, avec une grande... Mais voilà, en gros, je suis un petit peu d'accord pour... voilà, je bascule un petit peu mon prono sur Kamaru Usman pour la reprise du trône. En plus, je pense que la petite motivation supplémentaire dans un coin de sa tête, c'est UFC Africa, que j'espère de tout cœur vraiment au moins annoncé avant 2023. Si ça a depuis pas lieu le temps qu'il y a des bruits de couloir. Ouais. Si c'est pas annoncé, si ça n'a pas lieu en 2023, au moins que ce soit annoncé pour la reprise d'une ceinture d'un champion africain. Ça serait magnifique, quoi. Ça serait une folie, tu vois. J'aimerais beaucoup. Donc, t'imagines l'histoire? Le mec prend sa ceinture, Dana White annonce en conférence de presse un UFC Africa. Oh, le Graal. Ouais, franchement, ça serait incroyable. En plus, au Nigeria, bon, je pense plus Afrique du Sud, mais imaginons, tu vois. Franchement, ça serait top. Ça serait top. Donc, voilà, pour l'histoire, pour son aura personnelle, parce que je suis content que Leon Edwards ait touché le Graal. Je le suis aussi. Je pense qu'il était méritant quand même parce qu'il a beaucoup galéré au niveau de son parcours à l'UFC. Ouais, donc puis il est tout autant méritant. Et parcours de vie, et puis c'était pas de la chance. Donc forcément, c'est le jeu en fait. Si le mec a réussi à placer ce qu'il fallait, c'est le jeu du combat, quoi. C'est ça. Donc, mais on est à l'abri de rien. Je pense quand même qu'Ousmane, même si on est confiant pour lui dans le sens où vraiment il a toujours dominé à fond ses combats, etc., faut aussi voir dans quel état d'esprit il sera mentalement, physiquement. Est-ce que le fait d'avoir été mis KO aussi, ça l'a pas un peu détruit, tu vois, qu'il soit plus sensible au niveau des coups, tu vois. C'est mon point d'interrogation. C'est la peur de reprendre un KO, tu vois.
C'est ça. Et puis, est-ce que son menton, il sera toujours aussi... Ouais, c'est vrai. Voilà. On finit ce podcast en se posant quand même des questions, tu vois. Donc... Et moi, tu vois, aujourd'hui, je suis content, on est deux. Et du coup, je peux me cacher derrière toi, tu vois, si on se trompe. Cette fois, oh non, pour Cyril, tu vois, j'avais pas d'excuses. En plus, sur Twitter, ils sont mauvais. Ouais, ils sont mauvais. Il y aura les extraits et tout, tu vois. Mais autant pour Cyril, tu vois, j'étais tout seul dans mon délire. Autant là, je pourrais me cacher derrière toi et dire, c'est elle, regardez, c'est elle, c'est pas moi, elle m'a influencé et tout. C'est horrible. Je vais pas te lâcher, je vais faire couler ton truc. Je me fais déjà assez harceler sur Twitter. Ça m'étonne pas. Un dernier mot ou ça va? Dis-moi tout. Bah écoute, Ousmane, champion. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est elle, je vous l'avais dit, les gars, sur Twitter. Oh non, c'est elle la propagande Ousmane, c'est pas moi. Moi, j'ai rien dit. Bah écoute, faut bien pour reprendre la relève, il a disparu, Kamaru Dinland, là, le propagande Ousmane. C'est vrai. Il a disparu, je le vois plus. Son compte, il a sauté. Mince. il est de MMA Time, il travaille sur MMA Time, le Twitter de MMA Time. Ah ça, je savais pas du tout, tu vois. Ils sont une équipe, ils sont plusieurs. Et je pense qu'il a dû basculer sur un autre compte et qu'on n'a pas dû faire gaffe, ou alors il est derrière MMA Time au calme, histoire de pas se faire J'en ai aucune idée, honnêtement, j'ai juste vu du jour au lendemain qu'il disait plus ses conneries dans ma TL, et puis voilà quoi. Mais il était divertissant, moi j'aimais bien. C'était un peu, il me faisait bien rire. Un peu en live, mais c'était marrant. C'est sympa. Bon, c'est cool. Et ben voilà, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, ceux qui ont suivi jusqu'à la fin, 1 heure, à partager, à liker, à commenter. Ça passe bien aussi. Et on se retrouve très vite avec interview, comme je vous l'ai dit, de Laura Saint-Denis après UFC 286. Je vous fais des gros bisous.